L'escalade diplomatique entre Washington et Yaoundé continue de secouer la République du Cameroun après les propos critiques de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique sur la longévité du président Paul Biya à la tête du Cameroun. La riposte du gouvernement a été cinglante. À la veille des élections présidentielles, le pays ne se fera jamais imposer un candidat de l'extérieur, dixit le ministre des Affaires étrangères qui a défendu corps et âme la légalité de la longévité de Paul Biya au pouvoir entre dénonciation d'ingérence américaine et confrontation diplomatique. Cette désapprobation du gouvernement a fait la une des journaux cette semaine et suscité des interrogations. La longévité du régime Biya et ses multiples crises observées au Cameroun ont-elles ravivé les tensions entre Washington et Yaoundé? L'enjeu de l'alternance au Cameroun est-il en train de se jouer sur la scène internationale? Après les États-Unis, ce sont des parlementaires britanniques qui accusent le gouvernement camerounais d'oppression et de violence dans les régions anglophones. L'ampleur des pertes en vie humaine et le désastre socio-économique ont poussé l'ancien bâtonnier, Maître Akerimona, à lancer un appel aux Nations Unies et à la communauté internationale pour qu'elles interviennent afin d'éteindre les braises ardentes d'une crise anglophone et ses affres sur les populations. Le Cameroun est-il devenu incapable de faire face tout seul à ces crises sociales, sécuritaires et politiques qui sont en train de mettre à rude épreuve la notion de la cohésion sociale et nationale au Cameroun? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette émission où la crème de la classe politique, des universitaires chevronnés et journalistes de renom analysent et décryptent les problématiques majeures de la vie nationale et internationale telles que traitées dans la presse cette semaine. Mais avant de lever un coin de voile sur le panel d'invités, je reçois sur ce plateau le chroniqueur du dimanche, Flavien Ndongo, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les téléspectateurs et particulièrement ce matin, on va souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Quel est le regard de la presse sur ces problématiques majeures de la vie nationale? Comme vous le savez, la presse n'a pas raté une seule occasion de revenir sur les sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. D'ailleurs, la presse a relayé toutes les actualités qui font d'ailleurs jaser aussi au sujet de la longévité de Paul Biya au pouvoir. On a pu lire dans la presse que Paul Biya, en tout cas, est secoué par la pression internationale. Dans la presse, la sortie de l'ambassadeur des États-Unis à ce sujet a donc fait l'objet de plusieurs commentaires. D'ailleurs, Émergence, Mutation et bien d'autres tabloïds qui sont revenus sur ce sujet ont trouvé des parades pour exprimer la colère donc des hommes politiques et même des observateurs de la société. Donald Trump peut-il forcer Paul Biya à quitter le pouvoir? C'est une grosse question, mais la presse n'a pas pu donner une réponse à cette actualité. Suite donc aux tensions créées par la sortie de l'ambassadeur des États-Unis, la 7-8 fait savoir que Donald Trump a rappelé immédiatement son ambassadeur, juste pour le sortir des griffes des pro-Biya qui pensent que les États-Unis donnent des leçons au président Paul Biya à cause de sa longévité au pouvoir. Info Matin, dans cette mouvance, fait savoir que le ministre des Relations extérieures a inquiété l'ambassadeur des États-Unis après sa convocation à son bureau pour lui tirer les oreilles et lui demander de ne plus être de cette façon face aux réalités du Cameroun. Donc il a tout au moins mépriser le président camerounais en rappelant d'ailleurs à la presse tout ce qu'il a pu dire à ces derniers dans un huis clos. De toute façon, la presse n'a pas raté l'occasion, en tout cas. On l'a dit, Mutation, qui parle également de diplomatie, souligne que le pouvoir ouvre donc un front contre les États-Unis, toute chose qui pourrait donc entacher les relations entre le Cameroun et les États-Unis. Le journal satirique Le Populi n'a donc pas raté également cette occasion aussi. Et le journal est revenu et a demandé donc pardon au ministre des Relations extérieures. C'est ce que dit le journal, que l'ambassadeur a eu la possibilité face à lui donc de dire qu'il ne savait pas que tout cela allait créer toutes ces grabuges observées dans la presse ces derniers jours avant de prendre donc la route, avant de prendre le vol pour les États-Unis. D'ailleurs, est-ce un départ forcé ou alors une expulsion? Le journal L'Anecdote ne répond pas à cette question, mais dit simplement que l'ambassadeur les États-Unis a quitté le Cameroun nuitamment pour son pays. La nouvelle expression, comme bien d'autres tabloïds, sont également revenus sur ce sujet pour dire que Paul Biya fait face désormais à la pression internationale alors que les crises internes font leur chemin dans les régions anglophones. Merci Flavien pour cette
pour nous avoir permis de rafraîchir notre mémoire concernant cette revue de presse. Place à présent à l'analyse et le décryptage de ces problématiques majeures évoquées dans la presse cette semaine. Sur ce plateau, j'accueille d'abord Ellie Smith. Bonjour. Bonjour, c'est un honneur d'être une fois de plus invité sur votre plateau. Je précise que vous êtes journaliste international, spécialiste de l'Afrique centrale. Vous menez des études sur la politique étrangère américaine. Vous interviendrez justement sur ce cas dans cette émission. Également présent sur ce plateau, Edmond Kangia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric. Vous êtes consultant sur l'émission Droit de réponse, journaliste chef de la section politique et politique internationale pour le quotidien de la Nouvelle Expression. Tout à fait. Également présent, le troisième invité de Droit de réponse, c'est un politologue, juriste, systémicien et administrateur, Bernard Bongen. Bonjour. Bonjour Cédric. Je précise que vous êtes également militant du RDPC, le parti au pouvoir. Et le quatrième invité de Droit de réponse, c'est Maître Lavoisier-Sapi. Bonjour Maître. Bonjour Cédric et bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, l'un des conseillers juridiques du Social Democratic Front, principal parti de l'opposition au Cameroun. Et je reste avec vous, Maître Lavoisier-Sapi. Comment avez-vous apprécié cette désapprobation du gouvernement camerounais face aux propos de l'ambassadeur des États-Unis sur la longévité du chef de l'État à la tête du pays? Oui Cédric, avant de donner mon point de vue sur ce problème, je voudrais commencer par interpeller le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour dire que au cours de cette année 2018, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a lancé le recrutement spécial de 20 huissiers de justice anglophones. Et pour ce faire, il a demandé à ce que des magistrats qui le veulent démissionnent, des avocats qui le veulent démissionnent, des administrateurs de greffe qui le veulent démissionnent, des gens qui ont des positions déjà assez juteuses, pour être nommés huissiers de justice. Anglophones. Il voulait 20 anglophones. C'est le communiqué que j'ai lu sur les réseaux sociaux et aussi dans les médias. Alors, c'est surprenant parce que à l'heure où le ministre de la Justice lance ce recrutement spécial de 20 huissiers de justice, j'ai ici 187 huissiers de justice en attente de charge. Certains attendent la charge depuis 24 ans. Nous pourrons parler de ce problème dans le cadre du sujet consacré à la crise anglophone et ses différentes ramifications, puisque c'est là l'une des réponses que le gouvernement avait annoncé, le recrutement des huissiers de justice anglophone. Mais revenons d'abord à cette dernière actualité brûlante concernant cette sortie du gouvernement camerounais après les propos du diplomate américain sur la longévité du président Paul Biya à la tête du Cameroun. Le gouvernement qui a fait part de sa vive désapprobation. Ce sont les mots du ministre des Relations extérieures dans un communiqué qui a fait la une du journal Cameroun Tribune. Comment vous appréciez cette sortie du gouvernement? Ben, elle est assez maladroite parce que ce que l'ambassadeur américain a dit, c'est ce que 90% des Camerounais pensent tout bas et n'ont pas le courage de le dire suffisamment, n'ont pas le courage de le dire tout haut par peur des représailles. Il me semble que il ne serait pas vraiment... C'est-à-dire que l'homme noir ne connaît pas se reposer. Je ne comprends pas comment des Camerounais qui se disent éclairés soutiennent qu'un monsieur qui a 85 ans, dont le cerveau est diminué à 70%, qui a 36 ans de pouvoir, qui a plongé son pays dans l'inertie et la misère, qu'on continue à soutenir qu'il soit chef d'État. Comme si c'est la seule personne qui pouvait gouverner ce pays. Est-ce que... Bon, il y a la loi de la nature. Est-ce que si le président Paul Biya n'existait plus aujourd'hui, le Cameroun cesserait d'être gouverné, cesserait de fonctionner comme nation? Moi, ça m'étonne. Je pense que l'ambassadeur des États-Unis a dit ce que les Camerounais veulent entendre. Maintenant, la réaction du gouvernement, elle ne m'étonne pas. Parce que vous savez qu'il y a un petit groupe d'apparatchiks qui a confisqué le Cameroun et ses ressources, et qui s'enrichissent, qui s'engraissent sur le dos de la nation, qui ont toujours intérêt à ce que le président Paul Biya soit là pour qu'il continue à s'enrichir. Bon, maintenant, le gouvernement a réagi. C'est tout à fait normal qu'il réagisse. L'ambassadeur des États-Unis, ses propos nous rappellent le rapport de force entre nations. Au-delà de la réaction du gouvernement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le Cameroun peut faire contre les États-Unis?
Nous y reviendrons au cours de cette émission. Les États-Unis étant une grande nation, oui. Les États-Unis ayant des intérêts au Cameroun, ils ont 300 militaires. Non, on a accepté leurs militaires. C'est-à-dire qu'on a accepté qu'ils viennent nous aider à régler des crises que nous ne pouvons pas régler nous-mêmes. Oh, eux, ils insistent pour dire, nous ne voulons pas voir le Cameroun voler en éclats après Paul Biya. Nous ne voulons pas voir le Cameroun en lambeaux, en crise, en guerre civile, comme on le voit dans certains pays. Justement, Maître Lavoisier-Sapie, très bon conseil. Vous estimez que la position du gouvernement est assez maladroite. Sur ce plateau, Richard Mbongen, sur l'analyse de la riposte du gouvernement, vive désapprobation, la sortie de ce diplomate américain qui viole les démarches diplomatiques selon le gouvernement. Quelle est votre analyse sur cette sortie du gouvernement à la suite des propos du diplomate américain? Permettez-moi de dire que le ministre des Affaires extérieures est dans son rôle. En effet, il est solidaire de l'ensemble du gouvernement et quand il sent que son chef a été attaqué, c'est-à-dire que le système dans lequel il se trouve a reçu une pression de la part d'un ambassadeur, il ne peut que défendre ce système. Mais il faudrait admettre qu'en réalité, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun est là pour protéger, pour défendre les intérêts américains. Il faut partir de cette hypothèse pour engager toute discussion. Et dès lors qu'il est là pour défendre les intérêts américains, il peut donc arriver que ces intérêts, surtout en ce qui concerne les acquis, aient été pas bien protégés par le Cameroun, ou bien qu'un certain nombre de demandes formulées par les multinationales américaines, par l'État américain, n'aient pas été pris en charge à leur convenance. Dès lors, il peut émettre ce genre d'avis qui, de mon point de vue, est un alibi parce que nous connaissons des régimes qui sont moins intéressants en matière de droits de l'homme ou bien en matière de gouvernance que le Cameroun, des régimes qui sont protégés par les États-Unis. Et nous savons que Paul Biya au pouvoir depuis 35 ans, si c'est aujourd'hui que les États-Unis viennent dire cela, on peut se demander pourquoi ils ne l'ont pas dit en 2011. Ils le disent aujourd'hui justement parce qu'il y a un jeu d'intérêt dans lequel ils doivent faire pression pour obtenir plus, ou alors peut-être ont-ils déjà trouvé que Paul Biya n'est plus l'homme de la situation face à cette concerne leurs intérêts. Justement, face à votre analyse, Edmond Kambia, cette levée de bouclier qu'on observe au sein du gouvernement, mais aussi dans les milieux universitaires, comment cette levée de bouclier a-t-elle enflammé les débats dans la presse cette semaine? Oui, il faut dire que la presse a beaucoup traité de cette information, a beaucoup abordé cette question sur le plan des commentaires, sur le plan des analyses. Il y a eu beaucoup de débats. La presse a même dû faire recours parfois à des experts spécialistes, à donner en tout cas la parole à beaucoup de personnes, de personnalités politiques, de la société civile pour réagir sur cette question. Mais pour l'essentiel, il faut dire que la presse a été divisée sur la question. Parce qu'il y a certains médias, dont le quotidien gouvernemental, qui ont estimé que cette réaction du ministre des Relations extérieures, mais aussi du ministre de la Communication, est toute parfaitement légitime et fondée, et que ces personnalités avaient le droit de réagir de la sorte, avec la même fermeté que celle de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Il y a une autre presse, ou alors la presse privée pour l'essentiel, la presse indépendante, qui est allée par rapport à sa ligne éditoriale, qui a pour l'essentiel abordé les analyses, les commentaires dans le sens de l'approbation de la sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Et je peux expliquer notamment la réaction de la majorité des journaux indépendants. C'est parce qu'en réalité, ce que l'ambassadeur des États-Unis a dit n'est pas nouveau. Ça fait au moins 26 ans. Tout ce qu'il a dit, pour l'essentiel, l'opposition et la société civile l'ont déjà dit.
dans les années 92, notamment avec l'Union pour le changement, lorsque le SDF avait, lorsque l'Union pour le changement avait comme candidat le leader du SDF, le chairman Ni Jong-fundi. Rappelez-vous, Bia Mosgo, Bia doit partir. Est-ce différent de la suggestion que l'ambassadeur des États-Unis a faite récemment en lui suggérant de prendre pour modèle George Washington, Nelson Mandela, c'est-à-dire en réalité de penser à se retirer du pouvoir et d'entrer dans l'histoire? Ce n'est pas différent. Beaucoup de leaders de l'opposition, je le dis, au-delà de Ni Jong-fundi, la plupart des leaders de l'opposition l'ont fait, l'ont dit. Le clergé également, on s'en souvient, nous a accordé des entretiens. Je pense au cardinal Christian Toumi, l'archevêque émérite de Douala, nous a accordé une interview où il conseillait au chef de l'État de se retirer parce qu'à un certain âge, il faut pouvoir se retirer des affaires. Il avait pris l'exemple sur lui-même parce qu'il n'est plus archevêque de Douala, c'est Samuel Cléda, lequel a également conseillé à Paul Biya dans une interview accordée à la Nouvelle Expression, je dis Samuel Cléda, comme son devancier, le cardinal Toumi, de se retirer au pouvoir pour qu'il y ait la paix civile au Cameroun, notamment avec toutes les crises que nous connaissons. Et il y a eu même un candidat de l'opposition, notamment en 2011, je pense à Jean Djenga, qui a été un phénomène pendant les élections de 2011, qui nous a accordé une interview où il disait clairement au chef d'État de se retirer également. Donc ce n'est pas nouveau du tout. Maintenant, s'il faut revenir sur le communiqué précisément dit du ministre des Relations extérieures, il faut dire que c'est un département qui traite directement des affaires réservées. C'est-à-dire ce ministère dépend directement de la présidence de la République. Et en cela, le ministre des Relations extérieures est fondé, a le devoir, le droit de réagir. Maintenant, sur la forme, on peut le concevoir par rapport à tout ce qu'il a indiqué, par rapport au ton, au style, à la manière dont l'ambassadeur des États-Unis a abordé sa suggestion, mais sur le fond, et là, je te dis, c'est très important, Cédric, sur le fond, on peut questionner la sortie du MINREX, parce que le communiqué du MINREX est quelque peu excessif. Et si tu le permets, je reviendrai sur justement, les éléments on en parlera, que le communiqué du MINREX est excessif. Au cours de cette émission. Et justement, l'un des mots qui revient, notamment dans le journal Cameroun Tribune, c'est l'ingérence des représentants des pays amis du Cameroun dans les affaires intérieures. Elie Smith, qu'est-ce que vous pensez de cette volonté du gouvernement d'affirmer sa souveraineté, son indépendance, face à ce qui est qualifié d'ingérence américaine dans la vie politique nationale du Cameroun? Non, moi je qualifie ça que le gouvernement camerounais a une réaction sélective. Quand c'est eux qui s'immiscent dans les affaires d'autres pays, c'est bien. Je vous donne un exemple. Je connais un ambassadeur camerounais dans un pays voisin qui se targue qu'il a écrit la constitution de ce pays, qui dit à tout le monde qui veut l'entendre qu'il peut convoquer tous les ministres de ce pays. Et je crois que le gouvernement camerounais ne dit rien. Et tous ces individus qui sont en train de réagir ne disent rien. Moi, je trouve que quand quelqu'un vous aime, l'Amérique, c'est un ami fidèle et loyal au Cameroun. Et quand tu aimes ton ami, il faut lui dire la vérité. Qu'est-ce qui est mauvais à rappeler à un monsieur qu'il faut être comme George Washington? Qu'est-ce qui est mauvais à lui rappeler qu'il faut être comme Nelson Mandela? Et ça me fait un peu rire, tous ceux que vous appelez les intellectuels, les professeurs émérites et tous les docteurs, que la plupart, il faut les rencontrer off-record, ce qu'ils vont vous dire. Ils font tout ça simplement parce qu'ils veulent avoir des privilèges. Et le gouvernement de Biya ressemble à deux gouttes d'eau à celle de Mobutu Sese-Seko vers la fin de ces années où vous avez un groupe de gens qui sont enrichis extrêmement et que le pays tombe en lambeaux et personne ne dit rien. Je pense que la réaction de l'ambassadeur des États-Unis est juste. Et une dernière question ou une observation. Quand les Américains ont installé leur base à Maroua, en l'occurrence, non, ils disent officiellement c'est à Garoua, mais c'est à Maroua Salak, à l'aéroport. Et c'est de là où vous avez les Navy Seabees et les Joint Operation Special Force qui viennent de Fort Bragg, qui entraînent les billes. Qu'est-ce que les gens là, les mêmes gens là ont dit? Donc vous êtes quand même sélectif. Quand votre ami vous aide pour quelque chose qui est à votre avantage, vous ne dites rien. Quand il vous dit la vérité, vous vous mettrez à aboyer. Je trouve que
ça montre la réaction d'un gouvernement ou un système qui est aux abois. Justement, à la suite du communiqué du ministre des Relations extérieures, un membre titulaire du comité central du RDPC, le professeur Luc Sindiou, a tenu à réagir, estimant que le président de la République peut être placé sur la même échelle de valeur que George Washington et Nelson Mandela. Le professeur Luc Sindiou qui a déclaré que l'actuel chef de l'État du Cameroun est assez rentré dans l'histoire en apportant au pays la démocratie, en réconciliant les Camerounais avec leur histoire et en œuvrant pour le développement économique du Cameroun. Maître Lavoisier-Sapie, est-ce que vous partagez ce point de vue du professeur Luc Sindiou sur le fait que le chef de l'État est assez entré dans l'histoire et n'a pas besoin des leçons ou des modèles tels que Nelson Mandela ou George Washington? Pas du tout. La démocratie au Cameroun a été imposée par le peuple au prix du sang. Souvenez-vous, Edmond l'a dit tout à l'heure, en 92, M. Paul Biya avait perdu les élections. Comment il a récupéré sa victoire? L'état d'urgence à Bamenda, les atrocités de toutes sortes qui ont été commises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en 1992 jusqu'en 1995, les atrocités continuaient. Donc, il s'est imposé sur le sang des Camerounais. La démocratie est venue après 2 années de ville morte. Elle a été imposée, Paul Biya a résisté. Je ne veux pas de conférence nationale souveraine, je ne veux pas. Les militants du RDPC ont marché dans ce pays contre le multipartisme, contre le vent d'Est, contre ce qu'ils appelaient à l'époque les modèles importés. Alors, c'est contre leur volonté que la démocratie est arrivée au Cameroun. Paul Biya n'est pas celui qui a apporté la démocratie et la liberté au Cameroun. Et un régime qui a institué les détournements de fonds publics et la corruption comme modèle de gérance. Parce que plus vous détournez, mieux on vous nomme ministre dans ce pays. Cela s'est vérifié. Alors, quand vous avez un système qui a apporté ça, on ne peut pas dire que c'est un modèle. Regardez ce qui se passe au sud-ouest et au nord-ouest depuis 2016. Regardez les condamnations d'innocents citoyens au tribunal militaire, parce que je les ai défendus. Des jeunes enfants qui ont porté le tricot du Cameroun avec l'ancien drapeau, qui prennent 15 ans de prison pour terrorisme, c'est inacceptable. Ça, ce n'est pas un régime modèle. C'est une dictature militaro-policière qui nous gouverne depuis de longues années. Et une dictature militaro-policière ne peut pas s'arroger le manteau des démocrates. Je regrette qu'un intellectuel de la taille de Sindiou Mpoukamp tienne des propos qu'il tienne. Parce qu'un intellectuel, Luc Sindiou, un intellectuel, c'est l'éclaireur dans la société, c'est la lumière, c'est celui qui montre la voie à suivre. Un intellectuel, ce n'est pas un chanteur de cantiques. Si vous êtes intellectuel, vous avez un rôle de guide dans votre société. Or, si vous êtes là pour noyer la population, si vous êtes là pour soutenir les assassinats, pour soutenir les détournements, alors à ce moment, vous n'êtes plus un intellectuel, c'est un intellectuel de la honte. Face à ce tableau que vous présentez, Maître Lavoisier-Sapie, au sein du RDPC, on estime que le chef de l'État reste l'homme de la situation face à ces nombreuses pressions qui viennent de l'extérieur. Richard Mbonguin. Bernard Mbonguin. Bernard Mbonguin, tant pour moi. Oui, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Tout en essayant de rappeler à Maître Sapie, qui a du vrai dans ce qu'il dit, mais qu'il est excessif. En quoi est-ce qu'il est excessif? Il est excessif en ce sens qu'il ne peut pas dire, on ne peut pas laisser dire que Paul Biya n'a pas remporté les élections en 92, parce que nous nous basons sur quoi pour savoir que quelqu'un a remporté les élections? Sur les procès-verbaux. Et la Commission nationale de vote a rendu sa copie. La Cour suprême, qui tenait lieu de Conseil constitutionnel, a publié les résultats. Nous nous en tenons à cela. Et je pense également qu'on peut, faire des reproches au régime en place, tout en restant rationnel, tout en restant honnête. Je voudrais reconnaître qu'il y a un phénomène d'usure du pouvoir et qu'au sein du RDPC, il fallait prôner une démocratie interne, qu'il n'y ait pas de candidat naturel, que le président de la République cesse d'être président du parti, que dans le cadre de l'élection présidentielle, qu'il y ait une compétition pour choisir le meilleur candidat en interne. Maintenant, le phénomène de l'usure du pouvoir qu'a peut-être eu dans un coin de sa tête l'ambassadeur américain, parce que lorsqu'il regarde et qu'il sent qu'on n'arrive pas à juguler la crise qui est à court au nord-ouest et au sud-ouest,
il a l'impression que le phénomène de l'usure du pouvoir commence à jouer. C'est-à-dire que le pouvoir a déjà beaucoup donné. Le pouvoir n'est plus inspiré, un peu comme un artiste qui à un moment manque d'inspiration, et qu'il faudrait peut-être passer la main, même au sein du RDPC, on peut trouver un autre candidat qui fasse l'affaire. Il faut préciser que jusqu'ici, le ministre des Relations extérieures estime que le chef de l'État, Paul Biya, a été régulièrement élu à la tête du Cameroun face à des adversaires. Une réponse de le jeune Mbela Mbela face aux propos du diplomate américain. Quel message le gouvernement veut-il faire passer lorsqu'il insiste sur la légalité des différentes victoires de Paul Biya lors des élections présidentielles au Cameroun? Edmond Kamgia. Tout à l'heure, Cédric, je disais que dans le communiqué du ministre des Relations extérieures, il y a des légitimes préoccupations, mais également il y a un peu d'excès. Et je vais un peu m'attarder sur les excès. Sur le point que tu soulignes, c'est tout à fait normal qu'il le dise, vu sa posture. Puisque quand le ministre des Relations parle, le ministre des Relations extérieures parle, c'est comme si c'est le chef de l'État qui parle. Parce qu'en réalité, c'est un ministère qui fait partie de ses affaires réservées, comme le ministère des Finances et du contrôle de l'État et la Défense et tous les autres ministères clés dans la République. Donc, quand il le dit ainsi, c'est un message, ce n'est pas pour les Camerounais. Les Camerounais savent comment se déroulent les élections au Cameroun. Mais il le dit à l'endroit, à l'intention des États-Unis et de l'opinion publique internationale. Mais en réalité, ce n'est pas un discours nouveau pour les États-Unis, qui savent comment se déroulent les élections au Cameroun depuis le retour au multipartisme en 92. Souvenons-nous de Francesco et de tous les ambassadeurs qui l'ont succédé jusqu'à ce jour. Et on voit comment réagissent de façon régulière les ambassadeurs américains sur les questions d'alternance politique, sur les questions de démocratie. Je ne veux pas citer les autres institutions, NDI ou l'Union européenne, qui accompagnent le processus démocratique au Cameroun. Ils ne peuvent pas soutenir, accompagner le processus et ne pas avoir un droit de regard. C'est la moindre des choses. Donc, en réalité, je dis c'est excessif pour le MINREX de donner des leçons. Parce que là, c'est le MINREX qui veut donner des leçons à l'ambassadeur des États-Unis. C'est inapproprié. Ça, c'est d'un. De deux, quelque part dans le communiqué, le MINREX, le jeune Mbela Mbela, dit que les États-Unis, le Cameroun ne va pas se laisser imposer un candidat venu de l'extérieur. Mais je dis c'est extrêmement grave. Cette phrase est extrêmement grave. J'espère que le chef de l'État va apprécier la gravité de ce propos dans ce communiqué. Il y a des propos graves dans cette phrase. C'est une insulte aux États-Unis. C'est une insulte à l'endroit des États-Unis. C'est une insulte à l'endroit de la communauté internationale. C'est une insulte à l'endroit de tous les pays qui accompagnent le Cameroun dans le processus démocratique. Les États-Unis, il me semble, sauf si je suis décalé, déconnecté, n'ont jamais dit qu'ils vont imposer un candidat à l'élection présidentielle prochaine au Cameroun. Sauf si je me trompe. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, en français facile, un procès d'intention. Un procès d'intention à l'endroit des Américains. Vous faites un procès d'intention, j'assume mes propos, c'est un procès d'intention quand on analyse cette phrase-là. Je dis c'est très grave parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez inexactes et incorrectes dans le communiqué de MINREX. Mais je m'arrête sur cette phrase pour dire qu'il faudrait que le Cameroun fasse très attention. Parce qu'il y a une autre phrase où le MINREX Mbela Mbela dit que le Cameroun ne va pas laisser qu'on porte atteinte à sa souveraineté. Mais ça me fait rire, s'il te plaît, Cédric. Donne-moi quelques secondes. Je vous en prie rapidement pour permettre aux autres de réagir. Seulement sur 2 points. Pour dire que cette phrase aussi n'aurait jamais dû figurer dans un tel communiqué. Dit que les Américains voudraient peut-être porter atteinte à la souveraineté du Cameroun. Quand un pays ami, comme les États-Unis, décide de vous aider, quand je dis vous, en fait je dis nous, le Cameroun, je suis Camerounais, de nous aider à assurer notre sécurité maritime, tout le golfe de Guinée, à partir de Douala, la base navale. Aujourd'hui, l'Union africaine bénéficie de l'apport et du soutien du travail que les Américains apportent au Cameroun à travers la base navale. Le siège de force en attente de l'Union africaine, c'est où? C'est à Douala. Et quel est le principal? Il y a plusieurs pays, la France et d'autres, mais quel est le principal pays qui assure la sécurité grâce avec le Cameroun sur le golfe de Guinée? C'est les États-Unis, dans la lutte contre la piraterie maritime. Quand un pays vous assure votre sécurité, votre intégrité territoriale sur le front maritime, vous appelez ça quoi? Vous dites qu'il porte atteinte à votre souveraineté alors qu'il vous aide à assurer votre souveraineté territoriale.
Ça, c'est un. De deux, il y a Boko Haram. Tout le monde a vu les 2 avions militaires que les Américains ont gracieusement offerts au Cameroun pour lutter efficacement contre Boko Haram. Tout à l'heure, M. Tsapi rappelait les 300 soldats américains qui sont là depuis quelques années pour assurer la formation de nos soldats dans la détection des mines et des explosifs pour lutter contre Boko Haram. Et vous appelez ça quoi? Vous dites que ce pays-là cherche à porter atteinte à votre sécurité. Est-ce que la contribution... Non, écoutez. Est-ce que la contribution... Je vous en prie, Edmond Kamga, est-ce que la contribution... Est-ce que la contribution des États-Unis d'Amérique... Est-ce que la contribution des États-Unis d'Amérique pour l'effort de guerre dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime permettrait à ce pays de s'immiscer dans la vie politique intérieure? Ellie Smith, le gouvernement camerounais a le sentiment qu'il y a une volonté d'ingérence américaine à l'approche de l'élection présidentielle, et ces propos de le jeune Mbela Mbela, ministre des Relations extérieures, le Cameroun ne se fera jamais imposer un candidat de l'extérieur. Comment vous appréciez cette sortie sur ce point précis? Moi, j'ai dit que c'est la réaction de quelqu'un ou un régime qui est aux abois. Ça ressemble à des gouttes d'eau à le régime de Mobutu vers sa fin, où les gens disaient n'importe quoi. Mais peut-on ignorer l'enjeu géopolitique des puissances internationales à vouloir contrôler ou du moins influencer le processus démocratique en raison des intérêts économiques et politiques? Ah non, les États-Unis, au contraire, il y a, je crois, avant ces déclarations, l'ambassadeur des États-Unis, si eux, ils voulaient déstabiliser le Cameroun représente quoi? Vous savez que par orgueil camerounais, on se tague, on bombe le torse partout. Ça représente quoi si les États-Unis veulent déstabiliser? Non, les États-Unis, au contraire, veulent la stabilité du Cameroun. Voilà la raison pour laquelle, quand on va arriver même sur le problème anglophone, ce même ambassadeur qu'on est en train de traiter tous les noms d'oiseaux avait dit, et c'est la première fois que j'ai vu un ambassadeur des États-Unis dire que ceux qui alimentent l'instabilité dans les régions anglophones sont des Camerounais résidant aux États-Unis. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui veut déstabiliser votre pays? Si quelqu'un vous aide, les 2 Cessna de surveillance non armés, c'est pourquoi? Pour avoir la capacité de détecter les terroristes qui veulent s'infiltrer au Cameroun, dans le Grand Nord. Si quelqu'un comme Kamgiadi est en train de vous aider dans le contrôle de votre façade maritime, je vais vous rappeler quelque chose, ce n'est pas que je dévoile quelque chose. Vous savez que même notre marine, il y a d'autres entre eux que quand ils prennent le navire, ici ils arrivent à Victoria, ils ravitaillent. C'est pour contrôler, mais ils vendent le pétrole, le carburant là chez des autres personnes qui viennent acheter. Dans les États-Unis, je ne crois pas. Les États-Unis voudraient avoir un Cameroun fort. Tout récemment, il y a Mme Stephanie Sullivan qui est chargée des affaires de l'Afrique centrale. C'est l'ancienne ambassadrice des États-Unis au Congo. Elle a tenu une réunion avant-hier aux États-Unis. Son premier poste de travail, c'était au Cameroun. Et tout le monde veut que le Cameroun soit stable, parce que le Cameroun, c'est un pays clé en Afrique centrale. Les États-Unis ne veulent pas que le Cameroun devienne une seconde République démocratique du Congo, ou Congo-Brazzaville, ou le Tchad, ou la République centrafricaine. Donc moi, je pense qu'une fois de plus, les États-Unis, c'est nos amis. Et quelqu'un qui vous dit la vérité, c'est un bon ami. Si vous avez quand même mis 36 ans au pouvoir, il n'est pas Mahathir Mohamed, il n'est pas Lee Kuan Yew, parce que Lee Kuan Yew a pris un petit pays qu'on appelle Singapour. En 50 ans du pouvoir, elle a transformé ça en une grande nation aujourd'hui, ou Mahathir Mohamed qui vient de revenir au pouvoir à 92 ans. Est-ce que M. Biya, avec les gens qui le soutiennent, avec ce professeur-là, Luc Sinju, vous voyez comment c'est les gens qui font honte aux gens qui ont fréquenté? Parce que si vous avez appris, et c'est pour mentir et avoir un peu de l'argent, un petit poste de responsabilité, quand même, ayez quand même un once de patriotisme. Les Américains ne veulent pas déstabiliser le Cameroun. S'ils veulent, c'est un petit truc. Dans un jour, ça va tomber aux éclats. Le Cameroun, soyons honnêtes, n'a pas la capacité de résister face... Est-ce que ce qu'on a ressemble même à ce que les États-Unis ont avec la Turquie à cause de M. Fethullah Gülen? Non. Donc je crois que ne soyons pas excessifs, soyons humbles et acceptons la critique. Au regard des enjeux géopolitiques, l'alternance au Cameroun est-elle en train de se jouer sur la scène internationale? Bernard Mbougen, vous avez suivi les différentes analyses des journalistes
concernant cette volonté des États-Unis d'aider un autre pays ami. Pourtant, d'aucuns estiment qu'il y a un agenda géopolitique caché visant au contrôle des ressources naturelles au Cameroun qui occupent une position stratégique dans le golfe de Guinée. Quelle est votre analyse à ce sujet? Je voudrais faire une analyse à deux volets. Un volet juridique qui me permet de dire que autant on peut parler du devoir de non-ingérence. Il faut savoir que depuis 2005, je pense, les Nations Unies ont consacré le droit d'ingérence humanitaire. C'est qu'on a appelé encore le devoir, la responsabilité de protéger. Face à une menace de génocide, face à des menaces de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, la communauté internationale a le devoir de protéger. Ça, c'est d'un. Donc, sur le plan juridique, s'il sent qu'il y a une menace au Cameroun, il peut tirer sur la sonnette d'alarme. Et il y en a. Maintenant, sur le plan politique, ne nous trompons pas, il y a des intérêts géostratégiques des Américains. Et ils sont là pour protéger leurs intérêts. Si le Cameroun, croyez-moi, piétine tant soit peu leurs intérêts, vous allez voir qu'ils vont réagir assez violemment. Et je crois que... Pensez-vous que la suggestion qui est faite au président Paul Biya de se retirer du pouvoir, suggestion américaine, est liée à des intérêts géostratégiques qu'ils auraient dans la sous-région ou au Cameroun? Il peut y avoir plusieurs raisons. La première raison, si les États-Unis se rendent compte que, s'ils pensent que Paul Biya n'est plus l'homme de la situation et qu'en les laissant sur place, ils risquent d'avoir une déstabilisation du Cameroun qui va menacer leurs intérêts, ils peuvent solliciter qu'ils s'en aillent. Ça, c'est la première hypothèse. La seconde hypothèse, si le président Biya n'a pas réussi à protéger leurs acquis au Cameroun, ou s'il n'arrive pas à satisfaire certaines demandes qu'ils ont déposées sur sa table, ils vont effectivement chercher aussi qu'il s'en aille et ils vont essayer de trouver l'homme de la situation. Je voudrais dire que le Cameroun a beau être un petit pays, les États-Unis ne sont pas seuls membres du Conseil de sécurité, c'est peut-être le membre le plus puissant, mais des décisions se prennent au Conseil de sécurité, il y a le droit de veto. Si vous avez derrière vous la Russie, ou même la France, ou la Russie, ou la Chine, ou alors la Grande-Bretagne, qui oppose son veto, peut-être que ça va devenir comme en Syrie où il y a deux camps. Bon, si aucun pays ne pose son veto, ça peut se transformer en situation telle qu'on a vécu en Libye, ou en Côte d'Ivoire, ou en Centrafrique. Mais toujours est-il qu'il faut faire très, très, très attention. Le Cameroun, car une puissance... Le Cameroun qui devient le théâtre d'une influence diplomatique internationale, Maître Lavoisier s'appuie, cet intérêt des Américains, des Français également, de la Grande-Bretagne sur la situation politique, économique et sociale du Cameroun, avec cette présidentielle de tous les enjeux qui arrivent dans quelques mois. Est-ce que c'est sur la scène internationale que va se jouer l'alternance au Cameroun, selon vous, Maître Sapi? Non, il ne me semble pas qu'il faille interpréter l'intervention de l'ambassadeur des États-Unis dans ce contexte-là. Vous savez que le Cameroun a toujours été sous l'influence française. En 1992, Yvon Omnes était ambassadeur de France au Cameroun. Feu Gilbert Anzé-Tchoungui était ministre de l'administration territoriale. Voilà les deux personnalités qui ont chargé tous les procès-verbaux qui donnaient John Frundi gagnant pour mettre Paul Biya gagnant. Est-ce que vous avez les preuves de cette accusation? J'ai les preuves de cette personnalité. Oui, j'ai les preuves de cette accusation. Plus tard, Yvon Omnes devient conseiller spécial à la présidence de la République quand il prend sa retraite. Biya le récupère pour service rendu. Il vous souvient que nous avons eu dans ce pays M. Finateux, qui était directeur du Trésor, un Français. Et au moment où nous parlons, nous avons des conseillers français au ministère de l'administration territoriale. En quoi ça pose problème d'avoir des conseillers qui viennent d'autres nationalités, d'autres pays, qui ont un lien avec voilà, la France s'ingère dans les affaires de nos pays. Et il faut vous souvenir que le président Paul Biya lui-même, sur le perron de l'Élysée, s'est présenté comme étant le meilleur élève de Mitterrand.
il s'est assimilé à Mitterrand, le président français, pour dire à quel point la France exerce une influence sur le Cameroun. Maintenant, les propos de l'ambassadeur des États-Unis, il faut les replacer dans le contexte de la crise anglophone. Parce que Edmond l'a si bien rappelé, l'aide et le soutien que les Américains nous donnent pour régler la crise de Boko Haram, qui est une crise qui oppose des terroristes venus du Nigeria pour attaquer le Cameroun. Donc c'est un conflit extérieur. Mais la spécificité de la crise anglophone, c'est que c'est des Camerounais qui tuent d'autres Camerounais. C'est une crise interne. Et aujourd'hui, nous vivons pratiquement une situation insurrectionnelle dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et il faut replacer ce propos dans le contexte du refus du pouvoir. J'insiste sur le refus du gouvernement de régler la crise anglophone. Parce que M. Biya a des cartes en main. Il a la possibilité de mettre fin à ce qui se passe dans la zone anglophone du Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il laisse se perpétuer le massacre des citoyens innocents dans la zone anglophone, comme ce qu'on a vu ce week-end? Pourquoi? Pourquoi? Donc, cette situation de conflit interne qui déborde déjà dans la région de l'Ouest, nous voyons à Tchang. Déjà, comment est-ce que les choses se passent? À Tchang, il y a déjà un couvre-feu. À partir de 22 h, plus aucune moto ne circule, les bars sont fermés et tout, et tout. Ils sont en train de déborder dans la ville de Tchang. Et si vous allez plus loin, dans le littoral, nous avons la frontière avec Tombel, avec Bangam, à Loum. On est en train de connaître cette situation. Le 20 mai a été perturbé, vous en avez fait un reportage. Donc, c'est une situation qui peut dégénérer en guerre civile totale. D'où l'ingérence américaine, crise interne. D'où l'ingérence américaine sur le fait qu'il faut changer le leadership au Cameroun pour avoir une nouvelle gouvernance, une nouvelle vision? Absolument. Edmond l'a dit. Depuis 1992, nous souhaitons que Biya parte. Et si vous regardez bien, le président de la République marche à peine. Il est fatigué. Il a droit au repos. Pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas d'aller se reposer? Et puis la situation de crise... Il faut préciser qu'au sein du RDPC, le chef de l'État a une santé de fer et a la possibilité encore de se présenter à l'élection présidentielle. Bon, pourtant, 5-6 fois par an, il est à Genève pour se faire soigner, etc. Nous connaissons. Donc, moi, je pense que l'ambassadeur des États-Unis l'a dit juste. Et ce n'est pas la communauté internationale qui vient voter au Cameroun. C'est les Camerounais qui votent. C'est les Camerounais qui choisiront le président qu'ils veulent. Mais nous n'avons pas, et nous insistons, le SDF l'a toujours dit depuis 1992, nous n'avons pas les lois qui donnent aux citoyens son droit de vote. Et le droit de vote du citoyen est confisqué par le pouvoir qui utilise les armes achetées avec les impôts des citoyens pour les terroriser et pour imposer un chef d'État que si on faisait les élections vraiment libres et transparentes. Dans ce contexte, Maître Lavoie Dessapi, dans ce contexte, la presse a posé une question centrale cette semaine. Est-ce que Donald Trump, le président américain, peut-il forcer le chef de l'État à se retirer à la tête du Cameroun? Précisons que jusqu'ici, Paul Biya ne s'est pas prononcé sur une candidature à la prochaine élection présidentielle, du moins de façon officielle. Edmond Kamgia, est-ce que les États-Unis d'Amérique peuvent forcer le président camerounais à ne plus être candidat à la prochaine élection présidentielle 2018? Une question formulée ou posée de cette manière ne peut pas appeler à une réponse impérative, qui soit positive ou négative. Parce qu'il faudrait certainement reformuler la question. Est-ce que les États-Unis sont fondés à imposer un candidat au Cameroun? La réponse est non. Ils le savent. Les États-Unis ne viendront jamais imposer un candidat au Cameroun. Donc, quand je rappelais tantôt que le ministre des Relations extérieures n'aurait jamais dû dire une telle chose grave, de dire qu'on ne se laissera pas imposer un candidat, c'était quelque chose de maladroit. Donc, pour répondre directement à ta question, ma réponse est non. Les États-Unis n'ont pas vocation à imposer un candidat au Cameroun. Par contre, en tant que pays ami, ils ont un droit de regard sur le processus démocratique au Cameroun. Pourquoi on parle seulement des États-Unis? Rappelons-nous, je vais parler de la France, cette fois-ci sous un autre regard, avec Jacques Chirac. Quand il a effectué sa première visite au Cameroun en 99, en juin 99, lors du TOS qu'il a eu avec le chef de l'État, mais il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que le président Chirac, que l'on connaît sous toutes les casquettes, parce qu'à une certaine époque,
il avait dit une chose qui n'avait pas plu du tout, en disant que la démocratie n'est pas un luxe pour l'Afrique. Mais cette fois-là, il prenait un discours différent, Il disait notamment qu'il est vain, n'est-ce pas? Qu'il est vain de s'opposer au processus démocratique par la tromperie, par la contrainte ou par la violence. Mais il a redit également en 2001 à Yaoundé, lorsque nous recevions le sommet Afrique-France. Rappelez-vous le sommet Afrique-France en 2001, en janvier, lors de l'ouverture, il avait dit exactement les mêmes phrases. C'est pour dire en réalité quoi? Que, et je cite encore Jacques Chirac, lors du TOS au Palais de l'Unité en 1999, je cite, « L'amitié se nourrit de vérité ». Fin de citation. Et quand j'ai dit ça, l'amitié se nourrit de vérité, on revient alors sur ce que l'ambassadeur des États-Unis a suggéré à l'État du Cameroun. C'est une suggestion, ce n'est pas une injonction. Les États ne font pas des injonctions aux autres, à d'autres États. Ils font des suggestions en tant que pays ami, parce que l'amitié se nourrit de vérité. Si vous êtes l'ami de quelqu'un, dites-lui la vérité. Mais dans si vous ne dites pas la vérité, c'est que vous êtes hypocrite. Mais dans l'histoire des relations internationales, même si les États, c'est d'abord les intérêts. Dans l'histoire des relations internationales, entre les puissances américaines, françaises et certains pays africains, les changements des régimes ont souvent laissé entrevoir une influence extérieure. Eli Smith, il y a eu le cas de la Libye, mais également la Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Vous avez cité le cas de Mobutu. Est-ce qu'il y aura un scénario similaire qui pourrait se produire au Cameroun au regard des multiples sorties de cet ambassadeur américain qui commence par des suggestions, comme ce fut le cas dans d'autres pays africains? Bon, moi, je veux commencer par un proverbe africain qui dit quand vous voyez les fourmis qui vont d'un autre côté de la rivière, donc il y a un pont. Souvent, c'est les pays africains qui cèdent que quelqu'un ou les forces extérieures puissent intervenir. Pour le cas de Mobutu, qu'on dit par exemple, c'est que le monsieur, il est resté éternellement au pouvoir, il était déjà fatigué et usé, et chacun faisait ce qu'il voudrait faire, et puis ça n'éteignait plus. Donc moi, je ne pense pas que les États-Unis, bon, pour le cas de la Libye, ce n'est pas les Américains directement, c'est pas l'entremise de la France, et que vous n'allez pas peut-être aimer ça. La réalité est que le colonel Kadhafi avait prêté le flanc pour qu'on puisse le frapper. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, je vous comprends que tout le monde aime M. Laurent Gbagbo vraiment. Il y a une règle de jeu que M. Laurent Gbagbo n'a pas respectée et il n'a pas gagné les élections. Alors, d'une manière ethnique, si les Djoula et les Baolé se constituent à un groupe contre les BT ne peuvent pas gagner. Donc voilà, c'est pour venir par exemple le cas de la France. On a le cas du Congo-Brazzaville. Tout le monde sait très bien que c'est la France qui a fait que M. Pascal Lissouba perde le pouvoir et que les Cobras de Denis Sassou Nguesso prennent le pouvoir. Mais l'histoire des Américains en s'ingérant, on connaît aussi le cas de 53 avec le cas de Mossadegh en Iran où les États-Unis l'ont chassé au pouvoir, ou on connaît le cas du Panama de M. Manuel Noriega. Mais pour le cas du Cameroun, je ne pense pas que les États-Unis veulent faire un truc. Au contraire, les États-Unis aiment le Cameroun. Je vous donne un exemple. Il y avait, pendant l'administration Obama, on a refusé de vendre des armes et les avions de chasse au Nigeria. Pourquoi? Parce que Amnesty International avait fait un rapport selon lequel l'armée nigériane ne respectait pas les droits de l'homme. Mais le même rapport était fait pour le Cameroun. Mais les Américains sont venus aider les Camerounais. Ça veut dire que les États-Unis regardent le Cameroun comme un pays important. Mais je pense que, comme M. Edmond a dit tout à l'heure, si quelqu'un est votre ami, c'est bien qu'il vous dise la vérité. Et entre nous, même les gens du RDPC, voulez-vous que Paul Biya soit rappelé comme un Nelson Mandela? Ou voulez-vous qu'on le rappelle comme un Mobutu Sese Seko ou comment on appelle les autres dictateurs comme Idi Amin Dada? Moi, je crois que non. On est un peu, moi, je ne vois pas cette fixation qu'on a sur ces problèmes. Je crois que c'est le ministère des Affaires étrangères qui a un peu porté flanc parce qu'elle-même, elle sait que ce que le président, l'ambassadeur des États-Unis a dit est bon. Mais ma question que je vous pose,
Quand l'ambassadeur des États-Unis a pas de problème, que sont les anglophones qui sont aux États-Unis, qui aident à la crise anglophone, pourquoi il n'y a pas eu ce genre de cri? Moi, j'étais sur un plateau avec une télévision, avec M. Hervé Emmanuel Ngom, qui était très content. Mais aujourd'hui, quand le même ambassadeur, il vous parle, ça vous crée des problèmes. Je crois que non. Si on est honnête, si vous observez ce pays, et même les États-Unis, s'ils ne vous aimez pas, ils ne devaient pas en 86, parce que tout pays sérieux, faire un forecasting d'avant 5 ou 20 ans en disant que ce pays-ci va aller au bord du précipice s'il n'y a pas la bonne gouvernance. Si par exemple dans les problèmes anglophones, le jour qu'ils vont trouver les leaders, ça va aider au démembrement de ce pays. Est-ce que c'est mauvais? Ça vous donne des aptitudes pour que vous puissiez bien gérer. Donc je pense que le gouvernement camerounais et ces soi-disant intellectuels, quelques-uns d'entre eux ont été rejetés dans des pays adoptifs qu'ils exerçaient. Et ils ont trouvé que ici, ils sont devenus les nouveaux nationalistes camerounais. Justement, au-delà du gouvernement camerounais, il y a le RDP, c'est le parti au pouvoir qui scrute de près cette sortie américaine. Bernard Mbougueng, vous faites partie le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le parti au pouvoir. Est-ce que vous serez prêt à demander au président national du parti de se retirer afin de permettre au Cameroun de vivre un nouveau souffle et de pouvoir résoudre ces crises qui secouent le pays? Oui, avant d'y arriver, permettez-moi de jouer un peu les statisticiens et de dire que 98% de présidents dans le tiers-monde ont l'onction d'un membre du Conseil de sécurité, ne serait-ce qu'au moins d'un membre du Conseil de sécurité. Et les 2% qui restent, s'ils réussissent à passer sur les mailles de filet, ils ne peuvent pas se maintenir longtemps tant qu'ils ne recherchent pas cette onction. C'est ça la réalité des relations internationales. Ne vous y trompez pas. Bon, maintenant, moi j'ai eu à proposer, dans le cadre d'une interview avec mon frère Kamdia, que je sollicitais que le Cameroun passe à un régime parlementaire moniste. C'est-à-dire que de façon informelle même, le président de la République peut rester président de la République, mais compte tenu de sa posture actuelle, il transfère tout son pouvoir au Premier ministre. Comme je prends l'exemple d'un régime parlementaire moniste, le régime de Grande-Bretagne. Il règne comme règne la reine. Oui. Il laisse l'autre faire le boulot, résoudre la crise anglophone. Il a encore beaucoup d'énergie. Parce que, voyez-vous, nous pouvons supputer, trouver des raisons. Ce qu'on demande au régime actuel, c'est de régler de toute urgence la crise anglophone. On n'en parlerait plus. Les gens trouvent comment on va justifier ceci, justifier cela. Non. S'ils ne peuvent pas, qu'ils nous donnent mandat, qu'ils nous donnent carte blanche. Ce problème est résolu en 2 jours. Ce n'est même pas un problème. Donc, on ne comprend pas pourquoi. En clair, vous voulez dire que c'est cette crise anglophone qui est en train d'emporter le régime? Mais c'est ce qu'a dit l'ambassadeur américain. Vous l'avez lu, non? Vous l'avez lu. Il s'appuie dessus sur l'aggravation de cette crise, sur la persistance de cette crise, pour dire que non, ce régime, il y a un problème d'usure. Il y a un problème d'usure. On ne comprend pas. Parce que, dites-moi, rationnellement, qu'est-ce qui empêche que cette crise soit résolue? Quel est le problème? Est-ce que les demandes, toutes les demandes qui ont été posées sur la table ont mis le sécessionnisme, demande à laquelle on ne peut pas accéder, toutes les autres demandes, on peut y accéder. Ça ne crée pas des recettes nouvelles, des dépenses nouvelles. Il n'y a pas de problème. Prenez le cas du fédéralisme. Qu'est-ce qui empêche de décréter que voilà, le Cameroun est un effet? Où est le problème? On décrète ça maintenant à 13 on va lire au journal et puis le reste ça marche. Bon, en dehors de ça, merci de soutenir en dehors de ça, la position du SDF. Moi, je suis. Excusez-moi, vous êtes progressiste. Ce n'est pas une affaire de progressisme. Je fais une analyse qui est bien pour mon pays. Nous sommes en train de dire que le pays est en train de sombrer dans le chaos. Il faut que les gens se réveillent. Absolument. Oui, si j'étais conseiller du président Biya, parce que je l'aime, j'allais pas lui dire non, lâche complètement le pouvoir, mais j'allais lui dire reste à la tête de l'État comme la reine reste et tu laisses le Premier ministre être chef de l'exécutif. Après les États-Unis d'Amérique, c'est la Grande-Bretagne et ses parlementaires qui accusent le gouvernement camerounais de violence et d'oppression dans les régions anglophones.
L'ampleur des pertes en vie humaine et le désastre socio-économique ont poussé l'ancien bâtonnier maître Akeremouna à lancer un appel aux Nations Unies et la communauté internationale pour qu'elles interviennent afin d'éteindre les braises ardentes de la crise anglophone. Et aux dernières nouvelles, des sénateurs américains pourraient voyager, faire le déplacement du Cameroun pour toucher de près la situation sociopolitique dans les régions anglophones. Eli Smith, quelles sont les dernières nouvelles concernant cette évolution de la crise anglophone sur la scène internationale? Ouais, sur la scène internationale, quand la Grande-Bretagne s'immisce déjà, parce que tous les anglophones savent que le problème que les anglophones ont aujourd'hui a été l'erreur du gouverneur général Macpherson quand il a décidé de faire la partition du Nigeria en 3 régions du nord, de l'est et de l'ouest et créer une assemblée fédérale et voulait que la partie du Cameroun occidental intègre le Nigeria et que les Camerounais, contrairement à ce que beaucoup de francophones pensent aujourd'hui, beaucoup des Camerounais ont refusé, qui ne voulaient pas. Si vous lisez le livre, la mémoire de M. Victor Mokete-My Odyssey, Story of Reunification, il vous explique comment les gens comme les Djabé Adibongue, qui était quelqu'un de Bonadibon, ou les Henry Ngou qui venaient de l'ouest, qui étaient du Cameroun occidental, les gens qui ont fait les efforts avec les Indeli, même comme Indeli a changé. Mais si la Grande-Bretagne s'y met maintenant, ça montre que ce problème nous dépasse, même comme souvent ici, et je suis content qu'on a un membre du RDPC qui est vraiment un Camerounais patriotique, qui n'est pas un idéologue qui se cache et qui veut mentir comme les gens du RDPC mentent. Le pays est en train de sombrer. Moi, je pense qu'en 2003, j'avais écrit un article en disant que le Cameroun va finir comme le Zaïre de Mobutu, et c'est quand même malheureux qu'une fiction devienne une réalité. En dehors de ces parlementaires britanniques, il y a un groupe de sénateurs américains qui veulent aussi venir au Cameroun parce qu'ils veulent venir faire une enquête pour en savoir ce qui se passe réellement. Ça veut donc dire que contrairement à ce que les pseudo-nationalistes ou intellectuels croient que les États-Unis veulent leur chute, on veut s'enquérir que pourquoi un pays qui était quand même un exemple à un certain moment ici dans cette sous-région devient, ma foi, un pays, bon, je ne vais pas froisser la crédibilité ou la susceptibilité des gens de la République démocratique du Congo ou la République centrafricaine. Le Cameroun était un pays vraiment respecté. Aujourd'hui, nous sommes l'ombre de nous-mêmes. Donc, la communauté internationale, les États-Unis, et quand la Grande-Bretagne s'intéresse, ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose, il y a péril dans la demeure et on doit être humble et chercher des voies et moyens pour résoudre des problèmes entre nous Camerounais. Cette crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui commence déjà à se propager dans d'autres régions du Cameroun. Maître Lavoisier-Sapie, vous qui êtes installé à l'ouest du pays, vous commencez à percevoir les ramifications de ces tensions et de ces violences meurtrières venant des régions du nord-ouest et du sud-ouest? Oui, nous le percevons puisque les rebelles sécessionnistes font de temps en temps des incursions dans un arrondissement frontalier au sud-ouest, l'arrondissement de Fongo-Tongo, qui est frontalier avec le département de l'Ebialem. En telle sorte que, il y a 2 semaines, le préfet de la Ménois a pris une décision interdisant la circulation complète des mototaxis dans certains villages qui sont frontaliers avec la région du sud-ouest. C'est un village de la Ménois. Il y a au total 5 villages qui sont concernés par la décision du préfet. Et le sous-préfet de l'arrondissement de Tchang a pris également une décision pour interdire à partir de 22 h les circulations de motos, pour ordonner la fermeture systématique des bars, des dancing et de tout lieu où des personnes peuvent se rassembler à partir de 22 h. Donc, l'État impose les villes mortes à Tchang à partir de 22 h jusqu'à l'aube. Et c'est la conséquence des répercussions du conflit anglophone qui ont déjà quelques tentacules dans la région de l'Ouest. Et cela est inquiétant parce que je pense que, comme l'ont dit les autres panélistes, le gouvernement a la possibilité de régler ce problème. Avant de venir ici, depuis hier, vous avez, j'espère que vous l'avez vu, sur les réseaux sociaux, circulent les images de massacres de certaines populations dans l'arrondissement de Santa. On parle de 30 à 40 ou 50 personnes qui ont été massacrées. C'est des jeunes gens, des jeunes filles.
On a dit que c'est des sécessionnistes, mais je m'attendais à ce que le gouvernement montre l'arsenal de guerre qui a été récupéré sur eux. À ce moment-là, je n'ai vu aucun arsenal de guerre. Mais j'ai vu des corps, des jeunes gens qui ont été exécutés littéralement. Et c'est des images extrêmement affreuses. Le chairman du SDF hier était sur les lieux. Cela traduit la gravité de la situation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les villages qui ont été incendiés, les jeunes gens qui ont été exécutés par l'armée, c'est ce genre de comportement qui radicalise davantage la situation. Et mais le gouvernement fait que oppose à ce discours que vous avez, le gouvernement oppose à ce discours que vous avez le fait qu'il y a des gendarmes également qui sont assassinés. Il y a des écoles qui sont incendiées alors que le gouvernement multiplie les actions pour au moins garantir le droit à l'éducation de ces jeunes Camerounais. Et le gouvernement qui dit que ce sont des bandes armées extrémistes qui sont non favorables à l'expression des différentes opinions contraires à ces mouvements séparatistes dans ces régions anglophones. Oui, j'ai dit que le gouvernement est entièrement responsable de cette situation. Parce que quand les avocats grèvent, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, les a insultés. Nous avons été humiliés en tant qu'avocats. Le ministre de la Justice nous a fait comprendre que notre robe d'avocat, ce n'est pas pour aller marcher dans la rue. Mais les avocats marchent dans la rue en robe, même en France. En Grande-Bretagne, on a vu des avocats, quand les avocats grèvent, quand ils ne sont pas contents, ils expriment leur point de vue, même dans la rue. Donc, il y a eu le refus de régler ce problème. Au sud-ouest, quand les avocats ont grévé, ils ont été tabassés, leur cabinet cassé, les livres et les robes emportées. Les robes des avocats sont à ce jour encore au ministère de la Justice. Le ministre de la Justice n'a jamais rendu ses robes aux avocats anglophones. Donc, vous comprenez que par la suite, on arrête les Manchu Bibixi, on arrête un groupe de gens, et ceux-là n'avaient pris aucune arme. En novembre, octobre, novembre, décembre 2016, ils n'avaient pris aucune arme. Pourquoi le gouvernement les a arrêtés? Par la suite, les anglophones ont dit, nous voulons le dialogue, libérer ces gens que vous avez arrêtés alors qu'ils n'ont posé aucun acte de destruction, aucun acte qui soit susceptible de nuire à la cohésion de la nation. On ne les a pas libérés. Au contraire, ces gars subissaient des atrocités, des tortures atroces dans les prisons. Donc, le gouvernement est entièrement responsable de la radicalisation de la situation. Et plus tard, lorsque ces gars proclament l'indépendance le 1er octobre 2016, le 1er octobre 2017, vous avez vu la réaction de l'armée. Et je voudrais dire que le mouvement SNC, depuis les années 94-95, ce mouvement existait et fêtait le 1er octobre. On les connaissait, de temps en temps, on arrêtait quelques membres, on les mettait en prison. Le gouvernement était au courant. Le gouvernement connaissait ça. Donc, si aujourd'hui, on estime qu'il y a des militaires qui sont en train d'être tués, vous savez, les Nations Unies l'ont également dit, la résistance à la violence d'État est un droit légitime. Lorsque vous venez dans ma famille, vous tuez 2 personnes, que moi je sais que ces 2 personnes n'ont rien fait, j'ai le désir de vengeance. La radicalisation, la radicalisation sur le théâtre de la crise anglophone. Bernard Bonguen, est-ce que vous estimez que le gouvernement est seul responsable de cette situation qui prévaut dans les régions anglophones? En tout cas, ce n'est pas l'avis des États-Unis qui estiment que à la fois le leader de ces bandes armées séparatistes et le gouvernement camerounais sont tous les deux responsables de la situation qui prévaut actuellement dans ces 2 régions du pays. Quelle est votre lecture de cette situation? Nous ne pouvons pas soutenir les sécessionnistes, mais nous pouvons admettre aussi qu'il y a beaucoup qui se sont radicalisés. Permettez-moi de dire que le Cameroun est à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est-à-dire que le modèle autoritariste que nous avons utilisé depuis les indépendances jusqu'à présent, ce modèle n'est plus opérant. Donc vous estimez que jusqu'aujourd'hui c'est un modèle autoritariste nous pouvons reconnaître sans avoir honte que nous étions dans un modèle autoritariste. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est-à-dire que nous ne faisions jamais usage de ce qu'on appelle le management participatif. Vous avez vu avec les chefs du canton Ben, on ne les a pas associés. Vous voyez avec les anglophones qui demandent à être associés, qui demandent un dialogue pour discuter, pour prendre des décisions. Or, le Cameroun est obligé d'adopter cet autre modèle
Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les nouveaux moyens de communication, le monde s'est globalisé et le Cameroun a beaucoup évolué. Maintenant, il faut se poser la question si ceux qui sont en place depuis très longtemps et qui fonctionnaient sous un modèle, est-ce qu'ils ont la capacité d'adaptation? Parce que, à mon avis, il faut regarder la chose sous cet angle. Or, il ne faudrait pas que nous passions à ce modèle avec beaucoup de destruction, avec beaucoup de difficultés. Et sachez que si la communauté internationale intervient, nous allons être beaucoup approuvés parce que la facture sera lourde. Imaginez-vous une médiation. Ils vont dresser une facture qu'on devra payer. Imaginez-vous les sanctions économiques, une intervention armée, la traduction des gens à la CPI. Il faut faire très attention. Pour vous, c'est le différent scénario qui pourrait se dessiner si la situation persiste. Encore faut-il voir si même au jour d'aujourd'hui, là, il n'y a pas déjà un processus en cours. Oui, il faut faire très attention. À ce sujet, je voudrais justement interroger Edmond Kambia, vous qui êtes chef section politique internationale à Nouvelle Expression, au sujet de ces mouvements observés au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi le Parlement britannique, qui est en train de signer une pétition afin que celle qui est Première ministre, Theresa May, Premier ministre en Grande-Bretagne, puisse mettre la pression sur le gouvernement camerounais concernant l'ouverture d'un dialogue. Est-ce que le Cameroun est plus attentif aux messages qui viennent à l'extérieur qu'à celui de l'opposition ou la société civile sur le plan local? Hélas, c'est un fait. Le gouvernement camerounais, historiquement, est toujours plus attentif aux messages qui viennent de l'extérieur qu'au même message qui est venu de l'intérieur, par la société civile, par les partis politiques de l'opposition. Puisqu'en réalité, ce que nos amis, parce qu'il faut le dire ainsi, américains, britanniques, français ou autres, demandent à travers leur observation de la situation des droits de l'homme au Cameroun ou de la situation sociopolitique au Cameroun, c'est exactement ce que l'opposition et la société civile a d'année en année porté sur la place publique. Mais maintenant, il faut redouter une chose. Quand la communauté internationale, à travers un certain nombre de pays, commence à suivre de près, non plus de loin, mais de près, la situation qui prévaut au Cameroun, il faut s'en inquiéter. Quelles sont les différentes inquiétudes que vous avez concernant cet intérêt de la communauté internationale de vouloir aider le Cameroun à résoudre une crise interne? Il faut y voir deux choses. La première, c'est qu'ils soient de bonne foi et qu'ils veulent vraiment, en tant que pays ami, nous aider à trouver une solution pour que le Cameroun reste un pays stable, pour que le Cameroun regagne la prospérité qu'il a perdue et que le Cameroun soit un pays qui a un nouveau leadership. Et aujourd'hui, le pays le plus regardé en Afrique, le pays le plus cité en termes de gouvernance, c'est le Rwanda, dont le chef d'État était ces jours-ci à Paris. Le Rwanda de Paul Kagame, c'est un homme qui a réussi en termes de gouvernance. Son pays a été cité dans les meilleurs magazines, dans les meilleurs observatoires, 7e pays dans le monde en termes de gouvernance et pratiquement le premier en Afrique, notamment en Afrique noire. Donc en termes de gouvernance, c'est la raison pour laquelle l'ensemble des chefs d'État, y compris les dictateurs, ont compris que cet homme-là, qui a réussi à sortir le Rwanda de la situation que tout le monde a connue, notamment le génocide, à le hisser à un pays où le vivre ensemble est une réalité. Alors qu'il y a deux fortes ethnies qui s'opposaient et il y a eu le génocide. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand je cite le Rwanda, c'est à dessein. C'est parce que la communauté internationale a vis-à-vis du Rwanda un regard particulier. Au-delà de la compétence, du leadership de Paul Kagame, c'est que c'est un pays qui revient de loin, a connu une situation que je ne souhaite pas à notre pays. Parce que ce pays-là a connu le génocide. Et ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et dont les pétitions ont commencé à monter au niveau des Nations Unies, sous l'appellation crime de guerre, parfois crime contre l'humanité, parfois génocide, à partir des citoyens ou des structures, des associations et organismes, il faut beaucoup s'en inquiéter. Parce que je le disais tout à l'heure, que la communauté internationale est en train de s'en inquiéter, de s'en préoccuper de près. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, vous savez, dans la plupart des situations conflictuelles dans le monde aujourd'hui, les membres du Conseil de sécurité qui sont les plus à même à utiliser leur veto ou à agir sur le terrain, ce sont ces trois pays-là. C'est-à-dire Washington,
Londres et Paris. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye, on l'a vu en Côte d'Ivoire. Donc il faudrait que le gouvernement camerounais fasse très attention au discours et au message que véhicule l'ambassadeur des États-Unis, au discours et au message que véhicule Londres, au discours et au message que véhicule Paris en ce moment précis. Je ne veux pas dire que les deux autres membres du Conseil de sécurité n'ont pas voix au chapitre. Je parle de la Russie et de la Chine. Leur voix compte également. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé en Libye. On a voté, il y a eu le vote de la résolution. Il y a eu l'intervention. Sur la base de ce que mon ami le docteur Bougain parlait tout à l'heure, du devoir d'ingérence humanitaire. Officiellement, il s'agissait de protéger les citoyens. Il s'agissait de protéger les citoyens. La résolution ne visait pas à faire un coup d'État en Libye ou à assassiner Muammar Kadhafi. La résolution visait au cas où Muammar Kadhafi attaquait, menaçait ses citoyens à travers les chars, les avions militaires autres. Alors à ce moment-là, il y a même une zone internationale aérienne qui avait été prévue. Mais ça n'a pas du tout été respecté. Justement, au regard de ce cas vécu en Libye, Elie Smith, est-ce que le Cameroun est exposé à ce genre de scénario concernant la gestion d'une crise humanitaire qui pourrait déboucher sur une volonté manifeste de changer le leadership à la tête d'un pays, quels que soient les moyens utilisés? Bon, je ne crois pas que le Cameroun a déjà atteint le stade de la Libye. Vous savez, Kadhafi avait déjà un contentieux historique depuis 1973. Si vous lisez le livre L'Alexandre de Marange, rappelez-vous, c'est lui qui a créé la DGRE française. Il a fait une visite une fois à Pékin. M. Chong En-lai se moquait de Kadhafi, qu'il est comme un chef d'État africain, qui n'a pas une armée nationale, mais une armée tribale, qui dépense beaucoup d'argent. Donc, il y avait déjà un certain contentieux. Il se prenait comme le roi d'Afrique, il a fini comme le rat d'Afrique, mais il y a une réalité que quand la communauté internationale commence à se immiscer dans un problème, il faudra qu'on s'en inquiète. Mais le problème dans beaucoup de cas, c'est nous-mêmes qui sommes l'architecte de notre propre chute. Dans le cas du Cameroun, par exemple, je ne sais pas si je peux dire, il y a double jurisprudence. Premièrement, le problème des anglophones vient du fait que l'acte de création du Cameroun moderne de 61 n'a pas été respecté. On avait bien dit, parce que quand j'entends aujourd'hui aussi des fins limiers de la justice ou de quoi, qui disent qu'on ne peut pas toucher à la forme de l'État. Oui. Mais l'article 47 de la vraie constitution du Cameroun, la constitution fédérale, que je sais que c'est la vraie, oui, avait dit qu'on ne doit pas toucher la forme de l'État. La constitution de 1961. Voilà. Oui. Est-ce qu'on n'avait pas touché? On a touché ça avec une impunité sans vergogne. Et maintenant... Pensez-vous que ces questions pourraient être mises sur la table si jamais un dialogue venait à ouvrir concernant la crise anglophone? Il n'y aura pas, je vous dis bien, il n'y aura pas de tabou. Quand vous allez dans une négociation, vous devez mettre tout sur la table parce que vous êtes l'architecte de ces problèmes. Même en 96, quand on voulait faire avant le Conseil, avant la Constitution de 96, les anglophones avaient fait des propositions. Oui. Après le All Anglophone Conference de Bamenda et de Buea, les constitutionnalistes ont jeté ça aux orties en disant que bon, les choses devenaient de Bamenda, on s'en fout royalement. Et que ces mêmes États-Unis avaient dit en 86 que le jour où les anglophones vont trouver un vrai leader ou des vrais leaders, ça serait le début de la fin du Cameroun s'il n'y a pas une solution. Donc je pense que... Elie Smith, pensez-vous qu'on est en train de se diriger vers une reconnaissance de ces leaders des mouvements séparatistes qui sont de plus en plus cités dans ces communiqués à la fois de l'ambassadeur des États-Unis, dans les pétitions des parlementaires britanniques? Ont-ils obtenu finalement cette reconnaissance internationale qui vont leur permettre de peser dans le rapport de force au cas où il y a un dialogue qui est ouvert? Oui, monsieur, vous savez que dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Même aujourd'hui, les Oumniobé ou les Mangabel que vous avez toujours rejetés, vous les prenez aujourd'hui comme les héros. Tous les gens, je vais vous donner encore un exemple, parce que c'est bien de donner l'exemple. Même ici, à côté de Chino, Congo, Brazzaville, il y a un rebelle qu'on appelle Ntoumi. Ouais. On lui appelait que c'est un terroriste, tout. Maintenant, on appelle acteur de la paix et tout comme ça. Donc, ouais, quand il y aura négociation, même si c'est si court, Mancho, BBC, tout le monde, on va négocier avec, parce que c'est les Camerounais avant tout. Parce que ces anglophones, même d'abord, sont même plus Camerounais que les autres. Parce que regardez, voyez-vous, au Cameroun occidental, il y avait les KPP, KNDP, KUNC, qui faisaient référence à cette Cameroun allemande que les francophones disent aujourd'hui. Et pourtant, eux, je n'ai pas encore vu leur amour pour cette Cameroun allemande. Donc, je crois que le jour qu'il y aura négociation, et il y en aura, on monte ou on descend, on doit négocier ou on va se séparer.
Maître Lavoisier-Sapie, est-ce qu'on se dirige vers une médiation internationale de la crise anglophone? Oui, elle est souhaitée face à l'entêtement du pouvoir, face à son refus de régler ce problème. Et dernièrement, j'ai été extrêmement surpris par le rapport publié par le secrétaire général de la présidence de la République s'agissant de ceux qui ont pris les armes dans la zone anglophone, qu'il est taxé de pires espèces. C'est des Camerounais. C'est des Camerounais. S'ils ont pris les armes, c'est qu'ils expriment une situation de mécontentement. Et l'État doit les écouter. L'État est en droit, à l'obligation de les écouter. Et je ne pense pas qu'il faille traiter les Camerounais comme ça. Si le gouvernement ne veut pas négocier, si le gouvernement ne veut écouter qu'une médiation internationale, nous nous en inquiétons parce que une médiation internationale, comme on l'a dit, il y a une facture. Est-ce que à l'intérieur du Cameroun, nous n'avons pas des composantes qui soient en mesure d'être des médiateurs entre l'État et les anglophones? L'Église catholique a offert sa médiation. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'écoute pas l'Église anglophone? Elle n'écoute pas l'Église catholique. C'est des gens qui sont un peu taxés comme des gens neutres et qui peuvent bien servir de médiateurs entre l'État et les anglophones. Il suffit de désigner qui va venir aux négociations. Et ensuite, comme le dit Dr Smith, il ne faut pas faire de tabou. La forme de l'État, on peut y aller, négocier, trouver un consensus. Nous tous, nous sommes opposés à la sécession. On dit, bon, on est opposé à la sécession. Quelle est la meilleure forme de l'État qui permet de préserver la culture anglophone? Parce qu'il faut savoir que les anglophones ont une culture différente de celle des francophones. Que faire pour protéger cette culture anglophone et faire que nous profitons de cette culture anglophone? Comme on en a profité dans le code de procédure pénale. Des propositions qui peuvent être adressées dans le cadre de ce dialogue. Bernard Bongain, est-ce que vous serez favorable à ce qu'il y ait une médiation internationale pour traiter de cette crise anglophone? Vous savez, permettez-moi de parler un peu pidgin. Sur la scène internationale, Eref Mbutuku n'a jamais fondos. Si nous jouons les Mbutuku, la communauté internationale va jouer l'endos. C'est-à-dire que la communauté internationale, ou bien aucun pays développé, n'investit son temps, son argent. Je parle bien d'investir. Ou son énergie, sans rentrer dans ses frais. Les avions, le déplacement, les hôtels, ça va nous être facturé. Et ça va nous être facturé au centuple. Vous savez comment ils font. Maintenant, permettez-moi de dire quelque chose de très très grave. Ne pensez pas que le Cameroun se résume aux anglophones et aux francophones. Les anglophones, c'est un ensemble d'ethnies. Ils ont pu peut-être fédérer pour devenir une communauté anglophone. Mais ne croyez pas que chez les francophones, c'est quelque chose d'homogène. Vous croyez par exemple que les différents royaumes étaient entrés en négociation dans le cadre de la République du Cameroun? On les y avait forcés, manu militari. Oui. Donc maintenant, il faudrait rentrer, renégocier avec toutes ces communautés, le vivre ensemble même dans la zone francophone. Il ne faut pas faire cette dichotomie-là et penser que moi j'ai des intérêts à défendre en ce qui concerne d'où je sors aussi. Parce qu'il y a des problèmes. Donc si nous n'en parlons pas, sachez que c'est parce que nous attendons le moment venu. Justement, ce vivre ensemble dont vous parlez a été remis en cause durant ce week-end avec un acte qui a été mené par des chefs du canton Bel en plein centre-ville de Douala, là où la communauté urbaine envisage de construire un mausolée ou une statuette de Ruben Oumniobé, l'un des pères fondateurs de l'UPC et un acteur majeur de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Et le canton Bel qui proteste contre la décision de la communauté urbaine de Douala de construire cette statue pour la mémoire de Ruben Oumniobé, estimant qu'ils ont aussi des héros qui n'ont pas trouvé de place, notamment Douala Mangabel. Comment vous appréciez cette sortie, Elie Smith, du canton Bel concernant le fait de pouvoir rendre hommage à Ruben Oumniobé, la décision de la communauté urbaine qui ne les a pas consultés selon le canton Bel? C'est tout à fait normal, c'est comme ça que le Cameroun a toujours existé. Si vous ne les consultez pas, pourquoi vous voulez qu'ils acceptent?
Je crois que les gens doivent comprendre un peu les problèmes des gens du canton Bel. Hein. Moi, je suis un grand admirateur et pour des raisons familiales pour de M. Oumniobé, vous savez. Mais avant Oumniobé, on a eu Mangabel. Et puis les Bels ont toujours demandé qu'on érige, on fait une reconnaissance au roi Bel qui n'a pas été fait. Et moi, je comprends pourquoi on n'a pas pu faire. Quand vous avez les gens que c'est la France qui les a mis au pouvoir, les usurpateurs, donc ils n'ont pas intérêt à faire prospérer les nationalistes. Donc je ne pense pas qu'on doit croire que le canton Bel est anti Oumniobé, mais je pense que c'est tout simplement comme ça s'est passé dans le Cameroun anglophone. Vous restez quelque part, vous voulez imposer quelqu'un, donc tout le monde aime Oumniobé, mais on doit aussi comprendre les préoccupations, essayons un peu de concilier notre amour pour ce nationalisme qu'on connaît au-delà de l'Afrique avec les gens qui ont commencé le nationalisme camerounais, qui nous ont fait être des fiers Camerounais. C'est monsieur quand même monsieur Mangabel, on ne peut pas refuser. Edmond Kamga, sur cette démarche entreprise par ses chefs supérieurs, notamment ceux du canton Bel et d'autres cantons dans la ville de Douala, qui s'opposent à la construction de cette statuette pour Ruben Oumniobé, protestant contre l'initiative de la communauté urbaine. Je suis très gêné par ce qui s'est passé. Ça m'a fait mal de voir ce monument Oumniobé qui était en voie, qui était en construction. On l'avait pas. Il restait encore le moment de poser Oumniobé, la statue, sur ce socle-là. Mais les chefs du canton n'ont pas attendu ce moment-là pour réagir. Ils ont préféré passer à l'acte et casser. Tout en comprenant la raison qu'ils invoquent, c'est-à-dire, en réalité, on aurait dû les consulter, mais également de manière sur le plan historique. Si l'on veut voir qui sont ceux qui ont été les premiers, si on peut le dire ainsi, par rapport à la création de l'État du Cameroun, c'était Rudolf Douala Mangabel. On aurait dû commencer par là. Tout en comprenant cela, je crois que je n'adhère pas à l'acte qui consiste à casser. Parce que ce n'était pas la meilleure option. Moi, si j'étais de ce canton, ou si j'étais conseiller de ces chefs, je n'aurais pas encouragé l'acte qu'ils ont posé. Ils pouvaient agir autrement, à travers des requêtes, des pétitions, écrire, c'est-à-dire s'adresser à la communauté urbaine, puisque l'acte, c'est une œuvre de la communauté urbaine. S'adresser à la communauté urbaine pour savoir, pour se plaindre et savoir ce qui s'est exactement passé. Et s'ils n'ont pas une réponse positive, ils s'adressent à l'autorité hiérarchique la plus élevée, jusqu'à la présidence de la République. Et c'est au terme, j'allais dire, de ce plaidoyer qu'ils auraient pu décider de s'asseoir et de poser un acte. Moi, ça m'a courroucé de voir comment, parce que ça m'a courroucé de voir ça, que ce monument Oumniobé, sur l'avenue Oumniobé. Parce que personnellement, je suis de ceux qui ont encouragé le combat que mènent Blaise et Sama pour qu'il y ait des monuments des héros nationaux. Et pour la première fois, que la communauté urbaine consent finalement à accéder à la demande qui est des héros nationaux et non plus des héros français et autres que l'on a sur la place du gouvernement, Leclerc et autres pour ne pas les citer. Il ne fallait pas casser ce monument, il ne fallait pas poser cet acte-là. Il fallait utiliser les voies administratives normales et puis attendre la suite. Bernard Bonguin, sur la notion de vivre ensemble dans ce contexte où il faut célébrer les héros nationaux et ce repli communautariste qui commence à apparaître, comment les pouvoirs publics doivent-ils gérer ce genre de situation? Mais nous avons parlé tout à l'heure de l'autoritarisme qui était dépassé, c'est-à-dire que quand vous essayez de tout imposer, quand vous n'associez pas les gens à une prise de décision, lorsque vous allez faire un monument quelque part, ceux qui habitent aux alentours, ceux qui sont de ce canton-là et qui revendiquent peut-être une certaine historicité des lieux, c'est-à-dire en termes d'appartenance, en termes de propriété, il faut les consulter, il faut discuter avec eux, il faut les convaincre. Sinon, vous risquez de semer le vent et de récolter la tempête. Parce que l'acte qu'ils ont posé est une infraction. Oui. Ils ont détruit. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Mais, vous savez, on dit l'occasion fait le larron. C'est-à-dire que si vous placez quelqu'un dans les conditions telles qu'il ne peut pas agir autrement, vous risquez d'avoir exactement la réaction qu'un homme rationnel risque de poser. Peut-être, je ne justifie pas. Vous savez, eux-mêmes ont été violents.
on n'encourage pas la violence. Mais semble-t-il, la communauté urbaine aurait refusé de les écouter. La communauté urbaine aurait refusé, je dis aurait, de discuter avec eux. Et c'est donc dans le cadre d'un management participatif qu'on obtient de très bons résultats. C'est à quelques degrés de différence la même situation qui se déroule un peu dans la zone anglophone. Je ne veux pas parler des sécessionnistes, mais des anglophones modérés et autres. La nécessité du dialogue social dans tous les étages de la société, Maître Lavoisier-Sapir, on y revient encore sur cette notion de dialogue social et inclusif entre les gouvernants et les gouvernés sur tous les sujets qui les préoccupent. Que proposez-vous pour sortir de ce repli communautariste observé au Cameroun, de ce vivre ensemble qui est fissuré par ces multiples crises sociales, politiques et sécuritaires, aussi bien la crise anglophone que la crise sécuritaire vécue dans plusieurs régions? Oui, je crois que tout cela traduit l'échec des 36 ans de pouvoir de M. Paul Biya et de son gouvernement. Et la solution que le SDF propose, c'est qu'il parte. Nous avons investi un jeune candidat, Joshua aussi. Nous sommes en train de battre sa campagne et nous pensons qu'en octobre 2018, il va apporter la solution que les Camerounais attendent pour régler leurs problèmes. Je voudrais dire également que le comportement des Bels, ça fait peur. Parce que vous voyez, les Bassa occupent une très grande partie de la ville de Douala. Si un Douala qui est voisin du Bassa refuse le Bassa comme son frère, comme ils sont en train de le faire là, qu'est-ce qui va se passer quand Biya ne sera plus au pouvoir? Ça va avec l'explosion. Donc si les Bassa n'acceptent pas les Douala, si on ne peut pas construire le monument de Oumniobe à Bonapriso, ça pose problème. Ça veut dire combien de fois si on devait construire le bâtiment, le monument de Ernest Wandier, qui est Bamléké et qui est nationaliste, qui s'est battu pour la liberté de ce pays. Donc, vous comprenez, depuis 1958, le gouvernement n'a réhabilité physiquement aucun héros national de ce pays. On a construit le monument nulle part. Le ministère de la Culture est silencieux sur cette question. Et quand on parle de vivre ensemble, le vivre ensemble que le gouvernement claironne, voilà un exemple de l'échec de vivre ensemble, ce qui s'est passé ce week-end à Bonapriso. Les Bélé qui détruisent le monument en construction de Oumniobe, ça fait peur de ce que le Cameroun sera demain. Et ça inquiète. Et comme vous me donnez la parole, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit au début de cette émission, à savoir, j'insiste pour dire que je voudrais interpeller, parce que ça fait partie du vivre ensemble, le ministre de la Justice. Voilà 187 huissiers de justice en attente de charge, qui ont été formés, dont certains attendent les charges depuis 24 ans. Et plus. 24 ans. Vous avez la promotion de 1994. Quelle est la réponse du gouvernement à ce sujet? La promotion de 96 qui attend depuis 22 ans et les plus jeunes attendent depuis 18 ans. Oui. À quoi ça a servi que le ministre de la Justice recrute les huissiers, les forme? Ils sont aptes à exercer les charges d'huissier de justice. Il y a à ce jour plus de 200 charges d'huissier vacantes sur l'ensemble du territoire. C'est 25 à Douala, 25 à Yaoundé, ça fait 50. Les autres régions, on a 200 charges d'huissier vacantes. Voilà 187 huissiers. Beaucoup vont aller en retraite à 60 ans sans avoir la charge. Alors qu'ils ont été formés, ils attendent. Pourquoi le ministre de la Justice ne les nomme pas? Et vous allez voir que dans ces listes, dont je vais vous laisser copie, 95% de ces gars sont bamlékés, ressortissants de l'Ouest. Il ne faudrait pas que cela, bien sûr. Oui. Pourquoi est-ce que ça fait partie... Attendez que je termine mon intervention. Est-ce que ça fait partie du vivre ensemble? Parce que ces gars... vous ne saurez poser un tel problème sur la base du repli communautaire ou identitaire sur le plateau de droit de réponse, qui est un plateau républicain et qui encourage la compétence concernant les différents problèmes. Je chute en demandant au ministre de la Justice
de nommer ces jeunes. Merci, et de leur donner la chance Lavoisier-Sapi, avant leur avocat, conseiller juridique du SDF. Merci Edmond Kamga, consultant sur droit de réponse. Également Richard Bernard Bonguin, qui nous a fait l'honneur d'être ici, qui est politologue et militant du RDPC. Elie Smith, journaliste international. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission droit de réponse. Merci de l'avoir suivi et restez sur Equinox Télévision.